Alors, nous reprenons les travaux. Nous en sommes maintenant à recevoir les deux personnes du Centre québécois du droit de l'environnement. Alors, bonjour à vous deux. Dans un premier temps, vous présentez. Par la suite, vous pouvez enchaîner avec votre présentation. Merci beaucoup. Geneviève Paul, directrice générale du Centre québécois du droit de l'environnement. Anne Lefson, avocate au CQDE. Monsieur le Président, bonjour Madame la ministre, distingués membres de la Commission, merci pour l'opportunité de nous adresser à vous aujourd'hui. Madame la ministre, je ne vous cache pas que comme directrice générale du CQDE, comme maman aussi, j'arrive avec beaucoup d'inquiétudes. Je ne suis pas la seule, bien sûr. On a entendu aussi beaucoup d'autres acteurs qui sont inquiets, mais je vous dirais aussi un certain découragement, et je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Il n'y a personne qui nie, puis là-dessus, on se rejoint complètement, le fait qu'il faut assurer une gestion efficace et sécuritaire des matières résiduelles, dangereuses résiduelles. Là n'est pas la question. Et le législateur est souverain, donc, bien sûr, vous pouvez adopter ce projet de loi. Sauf qu'une loi spéciale, comme vous le savez, par définition, ça doit être utilisé dans des situations dites extraordinaires. Et à notre avis, plus les entraves aux normes sont importantes, plus c'est important de justifier la nécessité derrière le projet de loi proposé. Ma collègue va les aborder un peu plus en détail, mais ce projet de loi-là comporte de nombreuses entraves aux normes. Et la question centrale dans ce cas-ci qu'il faut se poser, à notre avis, c'est celle de savoir si l'intérêt public est vraiment protégé et servi avec cette loi-là. Pour y répondre, nous, comme au BNL, on doit se fier aux informations partielles qui sont accessibles à la population. La dernière information, comme vous le savez, au registre, c'est le rapport du BAP. Les avis des ministères, les échanges que le gouvernement a pu avoir avec l'entreprise, le rapport d'analyse environnementale après le rapport du BAP sont des documents auxquels la population n'a pas accès. Donc, sur la base des informations disponibles, sur la base des raisons officielles qui ont été présentées pour justifier les motifs ayant mené à la proposition de cette loi, considérant que ces informations, ces raisons officielles-là ont été contredites par de nombreux acteurs, dont le BAP, et surtout considérant qu'il y a des alternatives qui existent, nous sommes d'avis au CQDE que le projet de loi 93 est contraire à l'intérêt public, pour 4 raisons principalement. D'abord, parce que certaines dispositions pourraient permettre à l'entreprise de contourner des normes applicables en matière d'assainissement de l'air, parce qu'on vient affecter un milieu naturel de grande valeur écologique allant à l'encontre des recommandations du BAP et de la volonté des acteurs locaux, parce qu'on vient préciser dans le projet de loi une intention de limiter les possibilités de recours à l'encontre de votre gouvernement et de Stablex. Puis de manière générale, on vient fragiliser le cadre juridique en plus d'avoir des conséquences sociales importantes. Puis oui, on est CQDE, mais je vais aussi aborder les conséquences sociales importantes parce que c'est un geste politique fort que d'utiliser une loi spéciale. Puis le droit, vous le savez mieux que quiconque, c'est d'abord et avant tout un contrat social. Puis c'est pour ça que j'arrive ici inquiète parce que on est dans des temps très troubles. Je suis juriste formée en droits humains. Je ne pensais pas voir ce qu'on est en train de voir en ce moment chez nos voisins du Sud, entre autres. Puis on observe ici, comme au Québec, comme ailleurs, une volonté grandissante de déréglementer, de vouloir contourner encore et encore toujours plus de règles. Et ça m'inquiète profondément. Et je ne pense pas que c'est la voie que le Québec doit suivre. Il y a à peine un mois, on était dans cette enceinte pour venir partager nos inquiétudes par rapport au projet de loi 81. Quelques semaines plus tard, on se retrouve ici pour venir partager une inquiétude devant un projet de loi spécial qu'on menace même d'imposer par bâillon. Vous le savez, on a au Québec des obligations envers la population. Vous venez de réaffirmer, puis il y a beaucoup de monde qui ont participé aux efforts que vous avez menés là, de consultation dans le cadre des OGAT, que de protéger les milieux naturels, c'est, et je cite, capital pour protéger les générations futures. Et que les municipalités ont un rôle clé à jouer. Donc, c'est difficile, vous comprendrez, pour la population de ne pas être cynique et fâché, en fait, si d'une main, on prend des engagements dans le cadre de la COP 30, qu'on valorise les milieux humides, puis de l'autre, on autorise leur dégradation, tantôt sous couvert de la transition, dans d'autres dossiers qu'on suit, tantôt sous couvert d'une urgence. Ça ne nous apparaît pas responsable dans le contexte actuel. Puis je pense que le message principal que je veux porter aujourd'hui, c'est il faut trouver une solution fondée sur le dialogue social puis le respect de l'État de droit. On peut le faire. Le droit de l'environnement, on devrait en être fiers au Québec. On devrait travailler ensemble à le renforcer, pas l'écorcher ou le piétiner. De la même manière qu'on devrait être fiers des mécanismes de dialogue parce qu'on en a au Québec, puis on a cette capacité de dialogue qui peut-être, oui, nous distingue un peu de nos voisins du Sud, puis on devrait en être fiers. Nos institutions, elles doivent servir de rempart
contre la destruction du peu de milieux naturels qui nous reste, mais aussi face au cynisme galopant dont je vous parle, puis à la colère qui s'amplifie parce qu'ils perdent confiance en les institutions. Les crises, on le sait, on le dit souvent, c'est une opportunité ça peut être des opportunités aussi. Donc, c'est ça notre invitation aujourd'hui, vraiment de démontrer qu'on peut faire les choses autrement par le dialogue social plutôt que par un outil législatif lourd de conséquences. C'est lourd de conséquences, une loi spéciale comme celle-là. Donc, on a envie de redonner du sens au mot consultation, de le faire dans la transparence. Je sais que c'est un sujet qui est cher à votre parti. Il faut donner accès à la population aux informations relatives à ce projet-là. Il faut dépasser le sentiment qu'on vient cocher une case quand on participe à des consultations, que ce soit dans le cadre du BAP ou dans le cadre de consultations particulières. Ça rendrait vivant des principes fondamentaux qui sont inscrits dans la loi au Québec, qui sont inscrits dans notre droit de l'environnement au Québec, à savoir l'accès à l'information puis la participation du public. Donc, je pense qu'en 2025, avec les connaissances qu'on a, on peut trouver une solution sans sacrifier cette zone, ce milieu naturel-là, pour reconnaître ce qu'ils sont, c'est-à-dire vraiment essentiels. On n'arrête pas de le dire, mais ces milieux naturels-là sont essentiels, il faut les protéger. Donc, je comprends, Madame, vous dites vouloir, Madame la ministre, éviter une plus grande crise demain. Puis j'imagine que vous en avez plein à gérer des crises dans votre quotidien. Avec respect, la crise, ça va être encore plus grande si on détruit ce qui nous reste de milieu naturel, si on ne se penche pas sur la problématique plus large de la gestion des déchets, si on continue à affaiblir notre cadre juridique, si on nuit au principe d'autonomie des municipalités, qui est pourtant reconnu par les tribunaux et par l'exécutif même, si on continue à freiner l'élan des municipalités qui ont le courage de s'engager dans la bonne direction. Je termine avec un souhait bien personnel, que la prochaine fois que j'ai la chance d'être invitée dans cette enceinte, j'espère que ça va être pour construire le droit à vos côtés, pas pour tenter d'essayer d'empêcher de le défaire, puis de défaire ce à quoi on travaille fort ensemble pour renforcer puis protéger mes enfants, les vôtres, puis ceux qui vont suivre. Sur ce, je vois qu'il reste 3 minutes. Je vais tenter d'aborder, en fait, les différentes préoccupations que ma directrice générale a évoquées. En fait, je vais prendre les quelques minutes pour parler de 3 dispositions bien claires. L'article 3, 7 et 11 du projet de loi, qui, selon nous, sont des contournements aux normes établies. Et j'aimerais discuter avec vous un petit peu des différents impacts qu'on voit à travers ces dispositions-là. Donc, je me lance. 3 points. Le contournement à l'article 4, 7 et 11. 4, c'est sur le règlement sur l'assainissement de l'atmosphère. Il projette, en fait, cet article-là de fixer des normes qui sont différentes à celles prescrites par le règlement. Ce règlement-là, en fait, il vise à encadrer des différentes méthodes de calcul concernant les seuils d'émission. Donc, on comprend qu'on va jouer à travers ces composantes-là. On s'inquiète fortement, en fait, que ça affaiblisse les normes environnementales applicables et qu'on octroie finalement une exception aux opérations de Stablex pour le terrain visé. Donc, la question qui s'impose, c'est pourquoi ce contournement est nécessaire? Pourquoi on crée une disparité pour l'application de ce règlement-là qui touche l'assainissement de l'atmosphère? Ça, c'est pour le premier contournement. Le deuxième contournement, c'est sur la suspension du règlement de contrôle intérimaire de la communauté métropolitaine. Je crois que vous avez eu la chance d'entendre déjà des commentaires relativement à ça. Je vais juste, en fait, résumer rapidement. L'article 7 du projet de loi suspend l'application des normes municipales et notamment le règlement, et ça crée 3 effets qui nous préoccupent. Bon, d'une part, ça va à l'encontre des engagements de Québec en matière de conservation de biodiversité, dont le plan nature à 2030, le cadre mondial. Deuxième effet, ça crée des précédents inquiétants, notamment sur la question de l'autonomie, qui a été un principe reconnu non seulement par les tribunaux, par l'Assemblée nationale, mais l'exécutif elle-même. Troisième effet, c'est sur l'environnement. On contrevient à la protection, comme ma directrice le disait, sur les milieux humides d'importance, qui offrent des services gratuits, notamment sur la lutte au changement climatique. On compromet également la biodiversité locale, mais aussi l'écosystème environnant, puisque, comme le BAC le soulignait, ce terrain-là, en fait, c'est un corridor écologique qui relie 2 vastes milieux humides de valeur écologique importante. Finalement, sur la question des oiseaux migrateurs, on comprend que l'abattage d'arbres va avoir un impact notamment sur cette zone-là qui sert de zone de repos
et de reproduction aux oiseaux migrateurs et qui ajoute une pression supplémentaire à ces espèces-là qui sont déjà, en fait, à lutter pour leur survie. Donc, je vais terminer rapidement sur le troisième contournement, qui est l'octroi d'immunité à Stablex. Je vais obliger de faire ça très court. En fait, on s'inquiète de l'article 11 qui accorde une immunité temporaire là, à certaines poursuites et qui augmente le seuil de responsabilité très élevé, un seuil qui, normalement, est utilisé dans des contextes très, très spécifiques. Donc, dans ce contexte, on se questionne à savoir qu'est-ce qui justifie d'accorder une telle immunité dans la présente situation. On évite plutôt, à l'inverse, avec le principe de prévention, d'amener un contrôle accru. C'est ce qui complète pour mes propos. Je vois que le temps... merci. Merci beaucoup. Alors, nous débutons une période d'échange avec la ministre pour un temps de 16 minutes 30. Merci. Merci d'être là à vous deux. Je sais que, vous l'avez dit, c'est pas un dossier qui est facile. De mon côté, c'est certain que la volonté, c'est de mitiger les impacts, trouver la meilleure solution dans le contexte où il faut une solution pour nos déchets dangereux. Stablex, c'est une solution qui est considérée par le ministère comme étant une solution qui est sécuritaire de gestion de nos déchets. Puis bien qu'on ne veuille pas, souvent c'est quelque chose qu'on oublie, là, la gestion des matières résiduelles québécoises, mais il est important d'avoir des lieux pour les enfouir de manière sécuritaire, ces matières dangereuses. Puis je suis de celles qui souhaitent qu'on ait une meilleure circularité, qu'il y ait moins de déchets, mais il y en a des déchets. Toute activité industrielle en aura, bien qu'on souhaite les réduire tous. Activité municipale également. Les municipalités sont clientes là, de l'entreprise. Fait que j'ai une question pour vous. Quel serait le plus grand impact sur l'environnement, selon vous? La fermeture d'un site où là, il n'y aurait plus de solutions pour des déchets dangereux ou des solutions qui sont avec de plus grands impacts environnementaux, ou le fait que le gouvernement vienne s'assurer de sécuriser une gestion sécuritaire des déchets dangereux par une loi comme on est en train d'adopter, parce qu'on a tenté de trouver des solutions consensuelles. Si on en est là aujourd'hui, c'est que tous les moyens ont été pris, puis malheureusement, on n'en peut pas. Fait que j'aimerais vous entendre sur quel serait le plus grand impact. Est-ce que vous avez calculé le dommage qui pourrait être causé par l'environnement s'il n'y avait plus ce site-là? Merci, Mme la ministre, de poser une question fort importante là, pour la suite de l'échange. D'entrée de jeu, je tiens à dire que nous non plus, on n'oublie pas la gestion des matières dangereuses résiduelles. Puis c'est pour ça, je pense qu'il y a une demande qu'on appuie, notamment de vraiment lancer un chantier afin d'avoir un inventaire, puis de faire l'état des lieux, puis de pouvoir mieux planifier et gérer cet enjeu important qui ne disparaîtra pas tout en réduisant, parce que je suis contente de l'entendre, il faut d'abord réduire aussi la quantité de déchets qu'on produit, mais aussi qu'on importe. Par rapport à votre question, je pense que sur la base des informations qu'on a, puis c'est pour ça qu'on réinsiste sur l'importance d'avoir accès aux informations. Les informations qu'on a tendent à démontrer que cet argument-là de la fermeture d'un site, bien, c'est bien sûr celui, puis c'est confirmé par l'entreprise elle-même, c'est l'argument avancé par l'entreprise, mais c'est pas ce qu'on retrouve notamment dans le rapport d'experts indépendants comme le BAP, là, qui ont analysé la possibilité d'avoir des alternatives. Donc, c'est difficile pour nous d'entendre que le point de départ, c'est celui-là, c'est-à-dire qu'on oppose le sacrifice ou sacrifier une zone importante qu'on a voulu protéger, notamment dans un règlement de contrôle intérimaire que le gouvernement a aussi appuyé et reconnu donc comme valable. En opposant ça, je pense qu'on ne pose pas la bonne question, parce que les informations, en tout cas que nous, on a à notre disposition, puis on est bien sûr tout oui pour avoir des informations additionnelles, c'est qu'il y a d'autres alternatives qui existent et que l'argument avancé comme la fermeture d'un site, ça, c'est celui qui appartient à l'entreprise. Puis j'ai envie de nous inviter à être très, très prudents quand on a la responsabilité comme gouvernement de protéger la population, d'aller vraiment avoir un portrait complet de la situation. On a vu dans le passé ce que ça donne de ne se fier qu'aux argumentaires d'une entreprise. Ça ne donne pas nécessairement les résultats escomptés, ni en termes de protection de l'environnement, ni même économiquement dans bien des cas. Donc, je vous renvoie peut-être plutôt la question sur pourquoi est-ce que les scénarios alternatifs qui ont notamment été mis de l'avant dans le rapport du BAP
pourquoi ou comment ont-ils été considérés? Quelles sont les alternatives qui ont été considérées? Parce qu'entre le moment où il y a eu la publication du rapport du BAP et là, bien là, on se retrouve dans une situation présentée comme une crise, comme quelque chose d'urgent qui donc devrait justifier l'adoption d'une loi spéciale, mais sans qu'on ait compris le chemin entre voilà, le dépôt de ce rapport-là puis l'urgence, là. En fait, il y a deux terrains. Vous avez vu dans le projet de loi là, qu'on vise le terrain qui est à plus grande distance des citoyens. Donc, avec qui a déjà une affectation industrielle dans une zone qui avait été aussi prévue pour des activités industrielles lourdes, là, notamment depuis plusieurs années, dizaines d'années, l'entreposage de munitions, donc de matériels qui sont déjà impactants pour l'environnement. Il y a des groupes qui sont venus nous mentionner que d'ailleurs, de faire attention lors de la récolte pour s'assurer de ne pas que ces contaminants-là qui sont présents ne soient gérés de manière sécuritaire. Par rapport à un autre site qui a été analysé par le ministère de l'Environnement, qui lui a une valeur écologique, selon l'analyse, plus grande, puis surtout plus rapprochée des citoyens. La ville de Blainville, on a eu des discussions, il y a eu plusieurs scénarios qui ont été envisagés, plusieurs scénarios qui ont été envisagés par la Ville pour lesquels il y a eu un retour, malheureusement, donc de changement d'idée à de nombreuses reprises. Donc, on en est là aujourd'hui parce qu'on sait que ce site-là, d'un point de vue géologique, c'est de l'argile, donc est le meilleur site pour pouvoir accueillir ce genre de déchets-là, de les traiter de manière sécuritaire. On a regardé l'ensemble de la cartographie des sites disponibles au Québec. Le ministère de l'Économie a fait cet inventaire-là avec le ministère de l'Environnement. Pas d'autres alternatives qui permettraient la captation, encore une fois, sécuritaire des déchets, parce que c'est toujours l'idée, là. Et donc, on arrive avec deux scénarios où il y a un potentiel proposé par le BAP où on serait près des résidences. Et pour nous, ce n'est pas envisageable considérant la quantité de camions, considérant la situation des nuisances qu'il pourrait y avoir pour les citoyens de ce nouveau quartier qui n'était pas présent à l'époque. Donc, le quartier a été développé par la suite. Donc, pour nous, c'est certain qu'on y va avec la moins pire des solutions, mais dans une situation où on doit prendre une décision pour éviter qu'il y ait plus d'impact sur l'environnement. Parce que la non-disposition de manière sécuritaire de déchets dangereux, pour nous, comme gouvernement, ça outrepasse, c'est plus grand, c'est l'intérêt national de l'ensemble du Québec que d'avoir un site qui permet de la gestion pour de nombreuses années des matières dangereuses de manière sécuritaire. Donc, bien que j'en suis de vouloir s'assurer qu'on a un consensus puis un dialogue ouvert, il est important aujourd'hui d'avancer pour éviter un plus grand impact sur l'environnement. J'ai une autre question pour vous, parce qu'on est là aussi, parce que on souhaite vous entendre. Donc, on a un peu, comme je vous le disais, là, la chance d'éloigner les opérations industrielles de Stablex à 1 km plutôt qu'à 300 mètres. De votre point de vue, il serait mieux de rapprocher, à une valeur écologique similaire, là, il serait mieux de rapprocher l'activité de Stablex des citoyens puis d'un quartier résidentiel, si je comprends bien. Quelles seraient les solutions à envisager, là? Parce que nous, on sait qu'il y a 2 terrains disponibles, puis ce sont les 2 terrains, dont un est très rapproché des citoyens, avec une valeur écologique des milieux humides également. L'autre terrain est déjà impacté par une activité industrielle qui a eu des impacts sur l'environnement, puis qui est à 1,1 km des citoyens, des résidences. Donc, nous, on considère que c'est celui-là qui est le meilleur. C'était l'idée de la Ville de Blainville au départ. C'était aussi l'idée de la Ville de Blainville quand on a continué les discussions par la suite à ce qu'elle ait résilié l'entente. Mais là, aujourd'hui, elle a changé d'idée. Nous, on pense que c'est encore celui-là. Quel est votre avis par rapport à la proximité des résidences de l'autre terrain? Alors, différents éléments là, pour rebondir sur votre point précédent puis celui-là. Mais de manière générale, l'expertise du CQDE, comme vous le savez, c'est vraiment c'est une expertise juridique indépendante en droit de l'environnement. Nous, on ne prétend pas être plongé dans le dossier depuis plusieurs années et d'ailleurs, on ne le fait pas non plus dans le mémoire. Par contre, ce qu'on met de l'avant, puis je pense que c'est pertinent pour répondre à votre question, c'est la meilleure solution, elle va se trouver et doit se trouver par le dialogue
puis en respectant notamment des principes juridiques importants comme l'autonomie des municipalités. Là, c'est pas ça que le projet de loi propose. Vous parlez de l'importance de la disposition sécuritaire là-dessus. Bien sûr, je le redis, c'est important. Mais vous dites aussi du même coup que ça a des impacts sur les prochaines décennies. C'est pour ça qu'on dit que c'est d'autant plus important qu'on ne règle pas ça comme ça, par une loi spéciale. Ça a des impacts, donc ça vaut la peine vraiment de travailler ensemble à une solution, puis peut-être d'être créatif. Puis moi, je vous avoue que ce qui m'inquiète, c'est, encore une fois, que ce qui semble être sur la table, c'est aussi très, très collé, disons, à la version officielle donc, de l'entreprise, notamment aussi par rapport à la nuisance auprès des citoyens. Et donc, ça vient aussi en contradiction avec les informations qui étaient notamment dans le BAP et rapportées aussi par la Ville de Blainville. Donc, ça génère une confusion pour le CQDA, mais je pense pour la population aussi en général. Là, c'est difficile de s'y retrouver. Là. C'est pour ça que, de notre point de vue, ce qui est vraiment important, si on veut trouver la solution, c'est d'abord qu'on réunisse les conditions, j'aime pas ça ce mot-là, gagnantes, là, mais les conditions nécessaires pour pouvoir l'envisager, cette solution-là. Puis dans celle-là, il y a l'accès à l'information, toute l'information, une transparence au niveau de l'information pour qu'on puisse justement mieux comprendre les complexités du dossier, pour envisager cette solution-là, puis être créatif, puis il y en a des troisièmes voies, mais c'est ça là, qu'on n'entend pas. Puis c'est difficile pour nous aussi de comprendre pourquoi du même souffle, parce que vous parlez beaucoup du site, mais pourquoi du même souffle, dans le projet de loi, on propose finalement la possibilité d'abaisser les normes applicables, notamment en matière d'assainissement de l'air, de venir tenter de limiter les recours. Donc là-dessus, je serais vraiment curieuse de voir pourquoi est-ce que vous estimez que c'est nécessaire d'aller de l'avant avec de telles dispositions qui sont quand même des entraves importantes là, au droit applicable. L'un des enjeux qu'on a en ce moment, c'est que le terrain n'appartient pas à Stablex, à l'entreprise. Et que donc, si on souhaitait porter l'autorisation, ça rendrait public l'ensemble des documents. Il y a une analyse qui a été faite par le ministère de l'Environnement. Puis ça prend un décret pour autoriser. Pour autoriser, bien, il doit y avoir un droit sur le terrain. Nous, on considère, et c'est sur cet enjeu-là qu'on a une problématique, c'est qu'on considère que le terrain à 1,1 km est de loin préférable à celui qui est à 300 mètres des citoyens. Et que donc, pour arriver à ça, il doit y avoir un droit qui permet de donner une autorisation à l'entreprise. Et là, la loi vient nous permettre d'être propriétaire comme gouvernement et donc de pouvoir émettre un bail. C'est pour ça que c'est moi qui est présente également. C'est à titre de ministre des Ressources naturelles, donc territoire public, que je peux émettre ce genre de baux-là, industriel, avec des balises qui sont claires dans les règlements puis qui vont être les mêmes que pour toute entreprise qui louerait un territoire public qui appartient au gouvernement, qui appartient au ministère des Ressources naturelles. Donc, avec ce mécanisme-là, on va pouvoir rendre public des informations, donner l'autorisation par décret. Donc, il y a un mécanisme, il y a des analyses qui ont été faites par l'environnement, mais la loi aujourd'hui, si on en est là encore une fois, c'est qu'on n'est pas arrivé à un consensus et à s'entendre avec la Ville de Blainville malgré toute la bonne volonté qu'on a pu avoir. Moi, je sais que ça a été nommé qu'il y a une lettre qui a été envoyée par la Ville de Blainville. Je demeure ouverte à la rencontrer, mais il est certain qu'il faut que le dialogue soit ouvert de part et d'autre, ce qu'on ne sentait pas lors des derniers échanges avec la Ville. Mais je demeure avec une ouverture de trouver des solutions, mais on est quand même, et ça, c'est pas parce que l'entreprise le dit, c'est dans l'analyse qu'on a fait de la situation, il y a urgence d'agir. Dans l'intérêt national, l'intérêt plus grand que uniquement celle de la Ville de Blainville, malheureusement. Voilà. Bien, je réponds à votre question, mais je n'ai d'autres pour vous. On n'est pas là pour... on n'est pas là nécessairement pour débattre sur le projet de loi, mais... je suis ravie de vous entendre que vous êtes ouverte au dialogue. L'information. Mais, donc, de serait-ce que vous sachiez aussi que le décret va rendre public certaines analyses qui ont été faites par l'environnement. Projet de loi aussi renforce la gestion post-fermeture. Ça fait partie des éléments qui sont dans le projet de loi. Qui vont permettre donc que Stablex ait des garanties, ou plutôt que le gouvernement, on ait des garanties pour la cellule 6 qui va être mise dans le bail. J'aimerais savoir comment vous accueillez, est-ce que vous accueillez favorablement ces dispositions qui permettent d'avoir un meilleur contrôle post-fermeture? De manière générale, on va toujours accueillir favorablement des dispositions qui vont permettre d'avoir un meilleur contrôle, mais j'ai envie de vous dire, pas juste post-fermeture, parce qu'une des choses qui était soulignée notamment dans le rapport du BAP, c'est que c'est une entreprise, je pense qu'il y a eu plusieurs fois
on appelle ça des avis de non-conformité, qu'il y a eu des enjeux, disons, des irrégularités. Je pense que c'est important aussi de ne pas regarder juste le post-fermeture, mais bien sûr les activités en cours. Puis j'en profite donc peut-être parce que vous m'avez tendu la perche pour rebondir sur votre point précédent qui est j'accueille très favorablement, bien sûr, on accueille très favorablement que vous ayez une ouverture au dialogue. Puis je pense que vous êtes avocate aussi de formation. Ça me rassure quelque part et j'espère qu'il y a une ouverture à justement ne pas avoir à régler cette situation-là par une loi spéciale. Comme on le disait, c'est dans l'arsenal législatif, c'est quand même un outil donc, qui doit être utilisé avec grande parcimonie. Ça nous semble donc d'autant plus important qu'il n'y ait pas rupture du dialogue social dans ce contexte-ci, d'autant plus que, je vous disais, on était dans cette enceinte il y a quelques semaines à peine, en lien entre autres avec le projet de loi 81 qui vient notamment vouloir reconnaître encore davantage l'autonomie des municipalités. Donc, c'est particulièrement difficile et contradictoire dans ce contexte-là de devoir revenir avec un projet de loi qui est finalement un affront aussi à ce principe-là. Je vous entends que c'est complexe et je pense que personne dit le contraire. Par contre, il y a certainement, je pense, l'importance de justement s'en sortir autrement que par une loi spéciale. Et vous me parlez de gestion post-fermeture, mais nous, on serait curieuse en tout cas de comprendre pourquoi dans le projet de loi, il y a aussi des dispositions qui permettent à l'entreprise, éventuellement, qui pourraient permettre à l'entreprise finalement de respecter des normes moindres en matière d'assainissement de l'air, notamment. Et ça, pour nous, c'est... on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui pourrait justifier, parce qu'on me parle beaucoup du contexte d'urgence, de gérer de manière sécuritaire dans l'intérêt national la gestion des déchets résiduels. Comment est-ce que ça répond à l'intérêt national des Québécois que de venir proposer des dispositions qui ouvrent la porte à un abaissement des normes? Si vous avez vu, là, il y a une date dans le projet de loi qui est le 15 avril. Là, vous avez parlé de certains oiseaux qui sont présents sur le site ou dans la tourbière, là, donc en haut pour tour. Donc, on veut s'assurer d'éviter les problématiques, accélérer le processus de récolte, notamment avant la nidification. Donc, je dis on, là, mais l'entreprise a cette volonté-là de mitiger les impacts des travaux qu'elle va faire. Elle a quand même la volonté d'aller faire les choses dans l'ordre. Mais donc, la date du 15 avril est en lien avec la nidification d'un oiseau dont je ne me souviens plus du nom. Vous m'en excuserez, là, c'est l'oiseau du bois pourri. L'engoulevent du bois pourri, notamment. Ouais, malheureusement, le temps est écoulé. Nous allons maintenant du côté de l'opposition officielle avec la députée de Mille-Îles. Alors, merci beaucoup pour votre présence. C'est pas la première fois qu'on se voit dans les projets de loi. D'ailleurs, on s'est vu récemment, Mme Paul et Mme Ellefson, dans un projet de loi, le projet de loi 81. Peut-être vous demander, comme vous l'avez bien étudié, le projet de loi 81, ce qu'on voit ici, est-ce que c'est cohérent avec ce que le projet de loi 81, promouvoit, là? Bien, en fait, comme je le mentionnais, il y a une contradiction apparente à notre avis qui est justement que le projet de loi 81, et ça a été salué notamment bien sûr par les municipalités, là, vient reconnaître justement, donner plus d'autonomie aux municipalités. Au CQD, on a toujours appuyé le respect de la capacité de chacun des paliers à pouvoir exercer ses compétences afin d'assurer une meilleure protection de l'environnement. Donc, on a aussi salué ce principe-là, cette reconnaissance-là dans le projet de loi 81. Donc, c'est d'autant plus surprenant, et je pense que le mot est faible, là, de devoir revenir quelques semaines plus tard pour parler de ça. Là où, pour justement s'inquiéter de cette situation-là, et on n'est pas les seuls, bien sûr, là où il y a une similarité qui est malheureuse, c'est par rapport au fait qu'on vient encore une fois affaiblir le cadre juridique en droit environnemental là, au Québec. Et c'est pour ça qu'on est inquiet également. Oui, Mme Dufour, si je peux compléter, en fait, sur la question, dans le PL 81, il y avait plusieurs dispositions, donc ça devient difficile de prendre beaucoup de temps pour expliquer, mais on avait pris un moment pour parler, en fait, de la publication au registre, d'avoir un accès à l'information en temps opportun. Et ça peut être très technique, mais je pense que ça prend toute
sa pertinence dans le contexte qui nous concerne actuellement, avoir plus d'informations, ça nous éviterait d'être aujourd'hui à poser des questions sur mais qu'est-ce qui s'est passé entre le rapport et aujourd'hui? On parle d'urgence, on est confus en tant que citoyen, en tant qu'avocat qui connaissons un peu, du moins, les différents registres. Donc, en fait, c'est tout la pertinence d'avoir accès à de l'information pour que les gens comprennent. Et puis, en fait, le droit de l'environnement, comme tout le domaine de droit, ça fonctionne basé sur la conformité, que les gens veulent se conformer. Et donc, ça part d'un élan. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir de la prévisibilité, d'avoir de la constance. C'est de là qu'on part certaines de nos préoccupations aujourd'hui. Merci beaucoup. Dans votre mémoire, vous avez parlé, il y a toute une section sur l'état de droit environnemental et là, je vais vous poser une question très simple. Avez-vous déjà vu un projet de loi de votre vivant qui bafoue autant le droit environnemental? Ça vient s'ajouter à d'autres projets de loi qu'on trouve inquiétants puis qui ne nous amènent pas dans la bonne direction. Puis c'est pour ça que je commençais en disant je suis inquiète, puis j'ai hâte qu'on puisse revenir à... Les CQDE ont fait nos 35 ans cette année, puis les fondateurs du CQDE me disaient récemment qu'il y a eu des moments où, en consultation particulière, il y avait vraiment ce sentiment-là d'échange, d'écoute, puis de véritable considération de comment on peut ensemble bonifier nos perspectives, considérer certains amendements, en étant bien sûr, puis vous pouvez regarder les archives du CQDE, pas toujours d'accord, et on joue notre rôle, c'est notre rôle aussi, bien sûr, au fil des ans, puis on reconnaît que les désaccords sont tout à fait normaux, mais il y avait ce sentiment-là qu'il y avait une ouverture vraiment pour améliorer ce qui était proposé, pour reculer s'il le fallait. Et c'est ça qu'on espère, parce que ça, dans une démocratie, c'est vraiment important. C'est un peu le point que j'essayais de faire tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on est là ici aujourd'hui, parce que ça dépasse largement Blainville, cette situation-là. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de lever ces drapeaux rouges-là, à notre avis. Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'immunité, le seuil de responsabilité aussi applicable. Et dans votre mémoire, vous mentionnez qu'il y a eu des exemples d'adoption de lois qui excluaient les recours au bénéfice d'entreprises privées qui émettaient des polluants dans l'environnement, mais ça fait longtemps, là. On parle de... Ça fait 60 ans, là. Exact. La question qu'on s'est posée... Donc, en lisant cette disposition-là, à l'article 11 du projet de loi, on voit en fait, juste pour bien clarifier, pour que tout le monde puisse bien comprendre, on accorde en fait un seuil pour la responsabilité lourde ou intentionnelle pour des activités, dans le cadre des activités de Stablex. Et là, on se questionnait à savoir, mais qu'est-ce qui justifie ça et dans quel contexte on utilise ça? Et donc, ce qu'on tentait de mettre en exergue, c'est normalement ce seuil-là de faute lourde intentionnelle, c'est accordé dans un contexte, notamment dans les décisions hautement politiques gouvernementales. Et la jurisprudence est claire et explique le rationnel derrière ça. On va avoir aussi des lois... différentes lois là, qui servent notamment à la loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience au sinistre, où on prévoit une immunité de poursuite pour les personnes qui participent à des mesures de réponse à des sinistres. Et dans ce contexte-là, on comprend qu'on veut alléger, on ne veut pas amener des poursuites indues. Là, la question qu'on se pose dans ce contexte-là, c'est pourquoi ce tas de croix-là d'immunité qu'on accorde dans certains cas est accordé à Stablex dans le cadre des activités et on est songeur, disons. Donc, on attend à voir... mais je vous avoue que notre recensement nous a amené à être très surpris par cette proposition-là. C'est ça ce qu'on peut constater, c'est que la dernière fois que ça a été utilisé, c'était en 1962. Donc, ça fait très, très, très longtemps. Parce que, vous le mentionnez, dans les années 70, il y a eu une prise de conscience environnementale. Donc, c'est comme si on retournait 60 ans en arrière avec ce projet de loi-là. Par justesse, on n'a pas la prétention d'avoir fait un recensement exhaustif. On a tenté de regarder, on a vu pour des secteurs privés que ce type de clause-là avait été accordé, mais surtout dans les années au 20e siècle, en fait, où on était avant la LQE, avant cette prise de conscience, avant la loi sur le développement durable qui vient réaffirmer des principes fondamentaux du droit de l'environnement. Donc, nous, c'est ce qu'on a recensé, mais
sous toute réserve. Mais ce que je vous dis, c'est que ça reste quand même ce seuil-là, normalement, et dans un contexte, est toujours justifié par l'objectif qu'on poursuit. Donc, ça doit s'expliquer. Et là, la question qu'on a, c'est quelle est cette justification-là? Merci. Je vais céder la parole à ma collègue. Oui, autrement, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup à vous deux, vraiment. C'est la première fois que je vous entends en commission. Merci pour votre mémoire. Je suis une ancienne élue municipale, puis dans mes dossiers ici, à l'Assemblée nationale, je porte celui des affaires municipales. Je suis également juriste. Mais j'aimerais qu'on revienne à l'autonomie municipale, qui est un principe fondamental qui est mis en péril dans le contexte de l'étude de ce projet de loi-là, dans ce qui est proposé par le gouvernement. Puis je pense que vous avez touché à des points extrêmement importants, mais je pense que c'est nécessaire qu'on y revienne, puis qu'on le déconstruise, puis qu'on ramène, je pense, l'intérêt des citoyens ici. J'aimerais vous entendre donc un peu plus sur la question de la transparence, de l'intérêt des citoyens, et aussi de cette confusion. Puis avant de vous céder la parole, parce que c'est vous qu'on veut entendre, je peux vous dire que de ce côté-ci de la table, il semble y avoir aussi, je ne vais pas parler... je peux parler pour nous, mais j'ai l'impression qu'il y a une confusion. En tout cas, il semble y avoir une confusion qui règne vraiment de ce côté-ci de la table. Puis je pense que ça, avec ce qu'il y a dans l'espace public également, on n'aide pas la démocratie locale ici, on n'aide pas la confiance sur laquelle on doit travailler, tous travailler comme parlementaires pour que les citoyens aient confiance en leurs institutions. Puis juste, OK, puis là, je vous cède vraiment la parole, mais pourquoi finalement on a ce principe d'autonomie municipale? C'est pour s'assurer que les citoyens soient les mieux servis par les personnes les mieux placées, j'imagine, pour prendre les décisions sur leur territoire? Oui, merci. Bien, effectivement, je mentionnais tout à l'heure que une des postures du CQDE, c'est de favoriser, dans la mesure du possible, dans le respect des compétences, bien sûr que chaque palier peut s'agir au maximum de ses capacités et compétences pour protéger l'environnement. Puis le palier municipal, bien, c'est le plus près des citoyens, effectivement. Puis nous, on le voit à chaque jour, là, au quotidien. Là, le CQDE, on répond à plus de 400 demandes par année, principalement de citoyens et citoyennes qui sont donc engagés auprès de leur municipalité, à leur côté, pas toujours, ça dépend des cas, mais pour justement s'assurer de protéger l'environnement. Et c'est directement lié à votre question, votre commentaire sur la transparence et l'accès à l'information. Et ça fait longtemps que c'est reconnu. Depuis la déclaration de Rio, et Québec le reconnaissait, avait joué un rôle clé, en fait, pour reconnaître que une des meilleures façons de protéger l'environnement, c'est d'outiller les citoyens. Les citoyens sont le mieux placés pour le faire. Bon, bien sûr, nous, on y croit profondément, mais ça a aussi fait ses preuves. Et pour faire ça, ça prend de l'accès à l'information. Par confusion, nous aussi, on est confus. On est confus quand on essaie de comprendre la justification, parce qu'il faut pouvoir démontrer que c'est véritablement urgent, qu'il n'y a pas d'alternative. Mais pour ça, il faut avoir accès à l'information. Et malheureusement, bien, on n'a pas, dans ce dossier-ci, comme dans d'autres, l'accès à l'information en matière environnementale demeure vraiment problématique au Québec. Pas juste parce que le registre 118.5 de la loi sur la qualité de l'environnement n'est pas mis en vigueur. Ça, c'est un autre registre qui devrait être mis en vigueur. Mais de manière générale, et vous le savez, les journalistes le disent, on n'est pas les seuls à dire qu'il faut vraiment améliorer l'accès à l'information environnementale. Puis peut-être une invitation aussi à cesser de voir ça comme ça va nous compliquer les choses si les citoyens ont accès à l'information. Non, en fait, ça peut nous aider justement à diminuer la confusion, à ne pas se retrouver dans des situations très complexes comme celle-là, mais aussi très tendues, très polarisées, finalement, de crise. Ça peut donc aider à désamorcer ou anticiper et prévenir des conflits, finalement, mais aussi que chacun soit plus en mesure d'agir pour protéger l'environnement, parce que là-dessus, on y gagne tous, entreprises comprises. Malheureusement, on a déjà dépassé de 20 secondes. Alors, merci beaucoup. Nous allons maintenant du côté de la deuxième opposition avec la députée de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. Je partage la confusion là, avec mes collègues, avec vous. On entend la ministre dire que les deux terrains sont d'intérêt écologique similaire. Quand on a posé la question à son équipe en début de semaine pendant le briefing technique, ils nous ont confirmé qu'ils n'avaient pas fait d'études comparatives des deux terrains. Donc, on ne comprend pas sur quoi ça repose. Elle a parlé beaucoup d'intérêt national sur ce dossier-là. Est-ce que vous voyez un intérêt national que le gouvernement agisse sur ce dossier-là? Tu veux répondre un peu? Oui, tu compléteras. OK, parfait. C'est une grosse question. C'est balisé, c'est l'utilisation de ces mots-là. Puis c'est pour ça que
ça prend de l'information avant de pouvoir tirer cette conclusion-là. Puis, ce qu'on entend là ne nous rassure pas nécessairement, ne nous rassure pas, et donc, c'est pour ça qu'on a ces conclusions-là dans notre mémoire. Et on n'est pas rassuré non plus par rapport à la considération qui semble être donnée à ce milieu naturel-là de haute valeur écologique. Moi, quand on me dit que l'entreprise veut faire les choses dans le bon ordre, c'est pas nécessairement quelque chose que je trouve rassurant dans le sens où c'est de toute façon pas seulement le rôle d'entreprise, mais c'est le rôle de l'État et du gouvernement de protéger la population. Puis ça doit passer par protéger la biodiversité. Puis c'est pour ça qu'on a pris des engagements en ce sens-là. Donc, ça doit comprendre aussi la considération de toute la réglementation applicable, y compris celle fédérale, quand c'est pertinent. Et donc, reconnaître aussi qu'il y a de la connectivité, comme ma collègue le mentionnait, dans ce lieu-là. Et donc, c'est pas parce qu'on va plus vite pour peut-être éviter l'applicabilité de certaines dispositions qu'on se rend service collectivement. Donc, c'est pour ça que nous, on remartèle, et là-dessus, on est d'accord avec les autres groupes, l'urgence de s'assurer qu'on protège ce milieu-là parce qu'il en reste très peu. Peut-être juste de rajouter, en fait, sur la question de l'autonomie, de la protection du droit de l'environnement, en fait, de la protection de l'environnement, c'est que c'est une tâche qui implique le travail de tous, pas seulement du gouvernement, de tous les acteurs, de tous les parties prenantes. Et en fait, ce que la Cour suprême vient nous dire dans Spaytrack sur la question de l'autonomie, de dire l'importance que tous les paliers soient engagés, c'est justement de se dire que tout le monde peut être le gardien de l'environnement et tout le monde devient actif par rapport à ça. Et pour être actif, pour pouvoir être un gardien, telle était la vocation, en fait, de la LQE, d'amener, en fait, un plus grand élan pour être gardien, bien, il faut avoir accès à l'information, il faut bien comprendre les enjeux, et c'est exactement ce qui nous amène aujourd'hui en cette commission, de dire qu'on ne comprend pas du tout. On a besoin d'informations si on veut bien protéger l'environnement. OK. Faire une loi comme ça pour suspendre l'application de toutes les lois et règlements pour une entreprise en particulier comme ça, est-ce que, moi je ne suis pas juriste, vous l'êtes, est-ce que ça respecte les principes de l'État de droit, d'agir à la pièce comme ça, de suspendre tout le cadre législatif existant? Bien, c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'on vient de dire que ça a des lourdes conséquences parce que ça vient fragiliser le droit, parce que ça vient aussi fragiliser la prévisibilité du droit, même par rapport aux acteurs économiques, je veux dire, parce que c'est une exception, finalement, qu'on vient faire, qu'on vient proposer. Donc, certainement, ça fragilise, puis de tout à l'heure, c'est vraiment important de le préserver, cet état de droit-là. Puis là, c'est pas ce que fait ce projet de loi-là. C'est pour ça que je rappelais que c'est vraiment dans l'arsenal des outils législatifs à votre disposition. C'est un outil lourd de conséquences. Ça crée un précédent qu'on Merci beaucoup. Nous finissons la tournée avec le député je ne dis pas Mille, mais des Îles-de-la-Madeleine. Voilà. Merci, M. le Président. Merci, Mesdames, pour votre présentation, pour les réponses éclairantes aussi données à mes collègues. Moi, je vais revenir sur la question du recours à une loi spéciale qui est un peu, je dirais, l'arme ultime et qui vient miner un peu le cadre législatif. Je veux aussi embarquer là-dessus parce que c'est quoi l'impact de créer un précédent qui s'ajoute, je ne sais pas si vous y avez fait référence, qui s'ajoute aussi à une procédure assez similaire dans le cas de Northvolt, par exemple? Est-ce que c'est un modus operandi que vous voyez se développer qui vous fait craindre pour la suite des choses? Chaque cas est différent, mais on a des raisons de s'inquiéter dans chacun des cas que vous mentionnez. Donc, c'est pas, on ne compare pas nécessairement la même chose, mais on a certainement la même inquiétude, c'est-à-dire que dans les deux cas, on vient fragiliser le droit de l'environnement au Québec. Dans le cas de Northvolt, comme vous le savez, on a même dû se tourner vers les tribunaux parce qu'on est inquiet qu'il y ait eu modification d'un règlement pour permettre d'accélérer les choses notamment. Et je ne vous parle pas non plus, bien sûr, des impacts qu'il y a eu sur un milieu naturel d'importance avec les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on a, c'est ça, fragilisé de manière différente le droit de l'environnement au Québec. Puis là, avec un autre outil, on vient proposer de nouveau une exception, un contournement des normes, puis ça nous inquiète profondément.
Quand vous dites que vous ne voyez pas de justification à aller de l'avant si rapidement, là, donc la justification de l'urgence vous paraît plutôt faible, vous parlez de transparence, d'exigence de transparence, mais est-ce que vous mentionnez aussi qu'il faut aller chercher d'autres informations que celles qui pourraient être disponibles au ministère? Parce que plusieurs groupes nous ont dit il faut faire un peu plus de travail. Est-ce que vous avez peut-être l'information que vous ne divulguez pas, mais vous avez aussi d'autres informations à aller chercher? Est-ce que c'est aussi votre point de vue? Toute information est bienvenue. Oui, mais celle qu'on n'a pas, est-ce qu'il faudrait prendre un temps pour aller la chercher? Bien, c'est difficile pour La nous de se caractérisation, par prononcer exemple. parce que, bien, caractérisation, bien sûr, là, on s'en remet aux experts biologistes et autres qui se sont exprimés devant vous. Mais de manière générale, effectivement, pour pouvoir, avec les informations qu'on a, c'est ce qu'on dit et qu'on a dit, avec les informations dont on dispose aujourd'hui, qui ont été rendues publiques, on ne comprend pas la justification de l'urgence. Ça ne nous apparaît pas justifié que de procéder ainsi. Pas de justification raisonnable qui a été fournie. Donc, oui, il y a plus d'informations. Ici, ça doit passer par des études de caractérisation pour s'assurer qu'on respecte nos milieux naturels, bien sûr, et les lois applicables. Et j'imagine qu'on pourrait juger si on a assez d'informations une fois qu'on a toute l'information devant nous et qu'elle est accessible. Exact. C'est un prérequis essentiel, je dirais. Merci beaucoup. Alors, ce qui met un terme à cet échange, je vous remercie pour la contribution à la commission. Nous allons suspendre quelques instants afin d'accueillir le prochain groupe.